Bonjour Anton Brander. Bonjour. Alors vous avez fait un livre qui n'est pas très long, mais qui est extrêmement dense, qui fait le tour de cette question de capitalisme et progrès social. Vous êtes économiste, vous travaillez pour le gérant d'actifs Candriam aujourd'hui, vous avez écrit de nombreux livres d'économie. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir dans votre livre, c'est la question de l'émergence des nouveaux territoires. On a eu un modèle où les dragons d'Asie du Sud-Est, dans les années 70-80, se sont élevés au niveau occidental assez rapidement, finalement en s'insérant dans les échanges avec l'Ouest. Et ce modèle a été utilisé ensuite par la Chine. Alors, ça n'a pas eu du tout les mêmes conséquences. On n'a pas vu venir, en fait, le fait qu'entrait dans la mondialisation une main-d'œuvre comme jamais était rentrée d'un seul coup. Est-ce qu'on aurait pu le voir et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on soit aussi aveugle ? Vous savez, il ne faut jamais refaire l'histoire, hein. Oui. Mais il faut revenir juste sur le tout début de cette histoire. C'est les fameux dragons d'Asie, on a un peu oublié. La Corée, mais c'était Taïwan. quelques pays qui, au moment où ils ont commencé à se développer, c'est-à-dire à partir de la fin des années 50, étaient des pays extrêmement pauvres. Et qui, à la différence de beaucoup de régions qu'on appelait sous-développées, n'avaient pas de matières premières à exporter. Or, pour s'insérer dans la division internationale du travail, quelle était la seule ressource des régions dites sous-développées, c'était d'exporter leurs matières premières. Elles étaient d'ailleurs exploitées à ce moment-là par des compagnies occidentales. Enfin, on ne revient pas sur cet aspect-là de la question. Ce qui est sûr, c'est que la Corée, Taïwan n'avait pas de matières premières à vendre, mais malgré tout voulait, pour se développer plus rapidement, s'appuyer sur les techniques, les technologies, le savoir-faire occidental. Comment est-ce qu'ils pouvaient régler leurs importations? Mais ils pouvaient le faire uniquement qu'en trouvant quelque chose à exporter. Et qu'est-ce qu'ils avaient à exporter s'ils n'avaient pas de matières premières? Simplement leur travail. Et qu'est-ce qui pouvait constituer pour eux un atout pour prendre place dans la division internationale du travail? C'était simplement le prix dérisoire de ce travail. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont concentré leurs efforts sur les activités dans lesquelles le bas prix du travail, la docilité de la main-d'œuvre, il faut oser le dire, eh bien, était un atout. Et ce secteur, c'était essentiellement la confection de vêtements. Ils fabriquaient des vêtements qui étaient moins chers à l'arrivée, quand ils étaient finis, alors même qu'il y avait dedans des tissus occidentaux, des fils occidentaux, etc. Simplement parce que le coût de la confection chez eux était suffisamment bas pour qu'au total, le prix du vêtement rendu dans les pays occidentaux et vendu soit plus faible que celui du même vêtement fabriqué en Occident. Et ils ont d'un seul coup pris position dans la confection. Et c'est là où on a vu aussi ce que c'était que des capitalismes qui restaient nationaux. Petit à petit, en ayant pris pied au stade de la confection, eh bien, ils sont remontés vers le tissage. Et du tissage, ils sont remontés vers les fibres synthétiques. Ce qu'on oublie, c'est que la Corée du Sud, par exemple, au début des années 70, ne produisait pratiquement pas de fibres synthétiques. Et ça, c'est plus un problème de coût du travail. À la fin des années 70, ils en produisaient plus que la France. On a vu en France disparaître nos industries de la fibre synthétique. Donc, une stratégie de politique industrielle. C'était une stratégie de politique industrielle menée au niveau national. Et de là, ils sont passés à l'automobile et puis à l'électronique, avec toujours la même logique, le bas prix de leur main-d'œuvre, qui est un atout au niveau des stades d'assemblage, parce que c'est là que ça compte. Le problème, et ça nous a beaucoup perturbés, mais ce n'était pas encore dramatique pour les économies occidentales. C'est devenu dramatique où ça aurait pu, et c'est là où on aurait pu commencer à s'en inquiéter, à partir du milieu des années 80, on a vu la Chine dire très clairement que son modèle économique, c'était désormais Taïwan et la Corée du Sud. Et donc, c'est la même stratégie qui a été déployée avec le même résultat, mais à une échelle qui était sans aucun rapport. Qui a déstabilisé les économies occidentales. Et là, ce sont les économies occidentales qui ont été déstabilisées, en même temps que la Chine a réussi à se développer à une vitesse qu'on n'avait jamais vue nulle part. Le problème, c'est qu'elle ne consomme pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle prête aux autres. Le problème, c'est qu'elle s'est développée tellement vite, et elle s'est développée sans mettre en place les infrastructures sociales qui sont la caractéristique des économies développées. Autrement dit, le système de santé n'a pas suivi à la même vitesse, le système d'assurance sociale, le système de chômage, la retraite, tout ça n'a pas été mis en place. Le résultat, c'est quoi? C'est que les citoyens chinois ont vu leurs revenus se développer tellement vite qu'ils en ont mis une bonne partie de côté. Leurs entreprises ont gagné tellement d'argent qu'elles en ont mis aussi une partie de côté, ce qui fait qu'on a vu se développer très rapidement une économie qui accumulait beaucoup d'épargne. Et de réserves de change énormes. Et de réserves de change, parce que
pour pouvoir continuer d'exporter, de développer leur stratégie, il ne fallait surtout pas que leur monnaie s'apprécie en même temps que leurs excédents augmentaient. Et donc on a vu se développer une économie qui non seulement a déstabilisé l'industrie occidentale, littéralement, mais en même temps le système financier occidental, parce que pour arriver à exporter leur épargne, à continuer de croître malgré un taux d'épargne élevé, il fallait qu'ils trouvent quelqu'un pour emprunter cette épargne. Ça a été le citoyen pauvre américain avec les subprimes. Ça a été le citoyen pauvre américain, enfin pauvre ou moyen pauvre, comme on disait en Chine à l'époque, qui a emprunté cette épargne, et ça a conduit à une crise financière. Qui était consommateur en dernier ressort, mais à crédit. Et donc c'est l'emprunteur en dernier ressort, et ça, par ce biais, la Chine a 2 fois déstabilisé et l'industrie, et le système financier international. Est-ce que maintenant c'est derrière nous, parce que la Chine maintenant vieillit, le dividende démographique est derrière elle, et les niveaux de vie continuent d'augmenter ? C'est pas complètement derrière nous, parce qu'on continue d'épargner beaucoup en Chine. La Chine, maintenant, est devenue un pays très compliqué. Mais ce qui n'est sûrement pas derrière nous, et c'est ça aussi que souligne l'expérience, la montée de la Chine et cette montée de l'épargne chinoise, c'est qu'en même temps qu'on a laissé le capitalisme se globaliser, les capitaux circuler, on a juste oublié qu'on créait un no man's land. Et ce no man's land, c'est le système financier international. Rien n'a été organisé au niveau international pour, lorsqu'on a de l'épargne qui est disponible, la canaliser là où on pourrait avoir envie ou besoin de l'utiliser. Et ça conduit de façon récurrente à des crises financières. C'est ce qui s'est passé pendant les années 70, c'est ce qui s'est passé avec la crise d'Amérique latine, pendant les années 90, avec la crise asiatique, pendant les années 2000, avec la crise des subprimes, et c'est ce qui menace aujourd'hui à nouveau, parce que les taux sont bas partout, pour essayer d'aider à absorber cet excédent d'épargne qui est la caractéristique aujourd'hui du monde développé, du monde tout court. Et on ne sait pas organiser ce système financier international. Et ça, c'est aussi une des leçons de cette montée de la Chine dans l'économie mondiale. On est plutôt aujourd'hui dans la confrontation, alors qu'au lendemain de la crise de 2008, vous en parliez, et beaucoup de gens comme vous appelaient à un nouveau Bretton Woods. Ce défi n'est toujours pas finalement relevé. Il n'est toujours pas relevé, alors même qu'il y a de l'épargne qui est massivement disponible. Ce qu'il faut, c'est juste des canaux qui permettent de distribuer, d'allouer cette épargne de façon la plus efficace et la plus solide possible. Ce qui est en jeu, c'est la stabilité financière internationale, parce que l'expérience des 4 dernières décennies a montré que quand les capitaux circulent librement et qu'il n'y a pas de système financier international un peu structuré, eh bien, de façon récurrente, on est confronté à de graves crises. Avec des effets dévastateurs et qui donc ne vont pas vers le progrès social. Donc je renvoie à votre livre « Capitalisme au progrès social ». Merci beaucoup Anton Brander. Merci.